Bienvenue dans cette troisième émission de Cyberco, le podcast d'Orfeo dédié aux enjeux de cybersécurité et de data privacy. Je m'appelle Gabor Pop et je suis le directeur marketing d'Orfeo et j'ai le plaisir d'être votre hôte pour aujourd'hui. Alors pour cette nouvelle émission, comme toujours, nous allons nous efforcer de rester proche du terrain, proche des experts et des problématiques métiers, loin des brochures marketing. Nous allons essayer de regarder la vie réelle des experts en cybersécurité. Et quoi de plus populaire aujourd'hui dans la vie des experts de cybersécurité que les XDR ou les Extended Detection and Response, faisant partie des acronymes cyber les plus à la mode. D'ailleurs, aujourd'hui, si tu es éditeur de cyber et que tu n'as pas ton XDR en 2023, on a l'impression que tu as clairement raté ta vie. Alors, comment se retrouver dans cette jungle des acronymes et des XDR? Tout le monde a-t-il la même définition du sujet? Qui peut les utiliser? Qui peut les déployer, les opérer? Nous allons essayer de tout savoir aujourd'hui sur les XDR pour apporter un peu plus de pragmatisme et de clarté. Pour cela, nous avons le plaisir d'accueillir François Deruty, CIO ou Chief Intelligence Officer de Sequoia, un des leaders français du marché. Alors François, merci d'être avec nous cet après-midi. Merci Gabor, c'est un plaisir. Alors, peux-tu te présenter et nous parler de Sequoia et un petit peu de ce que toi tu fais chez Sequoia? Donc, je suis François Deruty, comme tu l'as dit, je suis en charge de l'intelligence, donc du renseignement en français. Donc, ça veut dire que chez Sequoia, je pilote les équipes spécifiquement qui suivent les attaquants, modélisent les menaces et essayent de les opérationnaliser pour mettre tout ça en détection dans un SOC. Ça, c'est la version courte de mon poste. Et puis après, je suis censé éclairer ou driver la société avec toutes les informations qu'on peut avoir sur l'intelligence au sens large, qu'elle soit économique, stratégique, pour essayer de nous développer de la bonne façon. Et mon parcours ensuite, avant de rejoindre Sequoia, j'ai passé un peu plus de 5 ans à la tête des opérations de l'ANSSI et avant une quinzaine d'années au ministère des Armées. Très bien. Et du coup, Sequoia et des XDR, est-ce que tu peux nous présenter Sequoia et du coup nous parler de l'activité plus orientée XDR de Sequoia? Bien sûr, donc Sequoia, c'est une société qui existe depuis 2008, donc qui n'est pas si jeune que ça, malgré qu'on nous appelle encore une start-up. Je vais expliquer pourquoi on est encore dans cette partie-là. C'est-à-dire qu'en 2008, Sequoia, c'était une société de services. On faisait de la réponse à incidents, de l'homologation, de la GRC, du conseil. Et puis, petit à petit, on s'est rendu compte qu'on ne trouvait pas l'outil adapté à nos besoins en termes de logiciels pour répondre au SOC. Et du coup, on a pris le virage de l'édition logicielle en 2015. Donc 5 années de R&D, tout ça pour lancer notre produit XDR, dont on reviendra dessus juste après, le 1er janvier 2020. Et pour être full éditeur logiciel, on a séparé les activités de conseil, donc on a séparé l'entreprise en deux en fin d'année dernière. Et donc aujourd'hui, on est 110 et on est complètement éditeur de solutions logicielles de détection de réponse. Parfait. Parlons XDR alors. J'ai lu 25 milliards de définitions différentes des XDR. Quelle est ta définition ou la définition de Sequoia de ce qu'est un XDR? Vaste question, le XDR. Donc effectivement, c'est un acronyme qu'on trouve un peu partout. On peut trouver tout un tas de solutions là-dedans. Nous, on prend le nom XDR parce que aujourd'hui, on est obligé de rentrer aussi dans des cases si on veut recevoir les appels d'offres, si on veut être sollicité, si on veut pouvoir répondre. Si on nous demandait vraiment ce qu'on fait comme produit, nous, on fait une plateforme pour les SOC. Donc c'est vraiment une SOC plateforme. C'est vraiment ça c'est ce qu'on produit et c'est ce qu'on vend. Donc c'est vraiment le terme qu'on utiliserait. Après, XDR, tout est dans la notion d'étendue. Donc la différence avec un EDR, avec un NDR, avec tous les autres acronymes du même type, c'est que le XDR fait un pas en arrière et se connecte à tous les équipements de sécurité d'un système d'information, car l'objectif c'est de corréler tous ces signaux-là pour lever des alertes avec un élément qui touche le firewall, un élément qui touche le compte cloud, un élément qui touche le poste de travail, et de corréler tout ça pour enlever des alertes, là où les autres équipements sont un peu plus spécialisés sur des segments du système. Donc, du coup, est-ce qu'on peut dire XDR égale EDR plus NDR? L'EDR se concentrant un tout petit peu sur le endpoint, le terminal, le NDR un peu plus sur l'analyse du trafic réseau. Est-ce que la somme des deux fait un petit peu un XDR ou est-ce que c'est des mathématiques un petit peu basiques? C'est basique, je n'irai pas jusque-là. C'est déjà un EDR plus un NDR fait de fond un XDR, c'est déjà pas mal, mais ça fait beaucoup plus que ça un XDR. Un EDR est vraiment sur la sécurité du endpoint, très utile pour la réponse, récupérer des données techniques, là où l'NDR est très réseau, c'est son nom. Mais le XDR vient apporter aussi la partie cloud, qui n'est pas forcément présente ni avec un NDR ni avec un EDR. La partie mobile, par exemple, on a un partenariat avec des sociétés qui font des logiciels de détection sur mobile qu'on peut intégrer. En fait, tout équipement du système de sécurité qui génère la donnée, ça peut rentrer dans un XDR. C'est vraiment l'objet d'XDR, c'est vraiment de corréler toute source d'information, quelle qu'elle soit.
Du coup, comment ça marche un peu plus techniquement parlant? Donc, il y a différentes sources de données, des journaux, des logs, des journaux d'activité, enfin, des choses qui se passent sur un ordinateur, sur un serveur. Donc, tout ça, vous les centralisez en endroit unique. Est-ce qu'il faut les formater, les mettre dans un ensemble un peu standardisé de formats pour essayer d'interpréter les informations? Comment ça marche? Donc si je découpe tout ça, effectivement, tu as raison, c'est vraiment l'interconnexion avec tous les équipements. Donc ça veut dire obtenir la cartographie du client, il nous donne son périmètre à défendre. Voilà, j'ai du Checkpoint, j'ai du Cisco, j'ai du Zscaler, j'ai du cloud, je veux connecter mes Windows, mon EDR Arfang, CrowdStrike. Nous, on prend tout ça, on a un catalogue de connecteurs. Aujourd'hui, on a un peu plus de 150 ce qu'on appelle intégration, c'est-à-dire la capacité à normaliser, comme tu l'as mentionné, ces données-là pour qu'elles aient un format unique et qu'elles remontent dans notre système avec un CIEM propriétaire qui est basé sur de l'ELK, c'est une stack ELK qu'on a étendue. Et le fait de normaliser toutes ces données-là sous un format unique, ça nous permet ensuite de les corréler en temps réel avec tout ce qu'on sait de la menace. Et le troisième point d'un XDR, c'est la partie orchestrateur, c'est-à-dire qu'il faut être capable ensuite de prendre des actions sur ces équipements-là, que ce soit blacklister des adresses IP dans un firewall, isoler une machine en pilotant l'EDR, désactiver un compte Azure AD parce qu'on pense que l'attaquant est administrateur de domaine. Voilà. Ça, c'est l'ensemble d'un XDR, c'est-à-dire la capacité à normaliser tout ça avec un CIEM, peu importe l'équipement. Notre différenciant à nous, Sequoia, c'est la threat intel intégrée, donc le renseignement sur les menaces nativement présent, et ensuite l'orchestrateur pour prendre des actions sur les équipements. Et du coup, l'orchestrateur, si je comprends bien, c'est un petit peu l'action de rémédiation qui va devoir piloter les autres outils de cyberdéfense pour du coup prendre une action, comme tu dis, soit blacklister une adresse IP, dire au firewall d'empêcher telle entrée, ou dire à l'EDR de isoler ou de supprimer tel ou tel fichier. Donc il y a aussi une intégration à faire avec les autres outils de cybersécurité pour faire de la rémédiation, ou tout ça c'est déjà complètement intégré côté Non, Sequoia? exactement, et ça veut dire que l'intégration, elle va dans les deux sens. Il y a la normalisation des événements pour avoir un format unique, et ensuite il y a la capacité à piloter par API ou peu importe l'équipement en face en fonction du partenariat aussi qu'on a avec l'éditeur, de la façon dont il nous a ouvert son API pour qu'on puisse prendre des actions. Et donc si on résume, on a bien le X de XDR, c'est l'extended, donc c'est la collection de tous les événements quel que soit l'équipement. Le D, nous c'est plutôt le renseignement sur les menaces qui est nativement intégré pour la détection, et l'orchestrateur c'est le R pour la partie réponse en pilotant ces équipements-là. Et alors pour l'opérateur ou l'analyste SOC qui va superviser tout ça, ça ressemble à quoi? C'est des listes d'alertes qu'il faut investiguer, ou il faut regarder une grosse masse de données? À quoi ça ressemble en fait? Alors c'est là où nous en tout cas on propose une valeur ajoutée chez Sequoia, c'est pour l'analyste SOC déjà, le premier point avec notre produit ou un XDR digne de ce nom, j'ai envie de dire, c'est d'avoir qu'une seule console déjà. S'il a plein d'équipements, il a son firewall, sa console, son EDR, il va se retrouver avec un équipement par outil. Là où le fait d'intégrer tout ça permet d'avoir une seule console Sequoia.io pour piloter tout ça. Ça n'empêche pas d'aller sur les autres consoles des équipements en cas d'incident pour aller plus loin, mais au quotidien, il peut avoir tout dans un même endroit. Et ensuite, ça se traduit visuellement par soit une grosse partie de navigation dans les menaces, c'est-à-dire comprendre un peu ce qui se passe, naviguer dans l'indicateur de compromission, les groupes de rançongiciel, quelles sont leurs cibles, comment ils fonctionnent. Et puis après, dans la partie plus opérationnelle, s'assurer que les bonnes données remontent, c'est-à-dire que tout fonctionne, c'est-à-dire que les données rentrent bien dans le XDR Sequoia. Et puis après, oui, effectivement, c'est des alertes qu'on essaye avec le renseignement sur les menaces de le contextualiser le plus possible, donc d'avoir un taux de faux positif très bas, pour que l'analyste puisse se concentrer sur les cas à investiguer et sortir de ce qu'on appelle l'alerte fatigue des analystes SOC ou la liste de faux positifs au kilomètre. Voilà, nous, on essaye, avec ce renseignement sur les menaces intégrées, d'avoir un taux très bas, ce qui permet aux analystes SOC de se concentrer sur les sujets importants. Alors, côté Orfeo, on a pas mal de clients qui utilisent aussi des SIEM pour faire au moins partiellement ce que tu viens de décrire. Si on leur explique que l'XDR va apporter plus de rémédiation, plus de corrélation avec des vrais indicateurs de cybersécurité, chose qu'un SIEM un peu générique type Splunk ne peut pas faire, est-ce qu'on a raison ou... Oui, alors nous, souvent on nous compare, en fait comme on n'a pas forcément de concurrents standards sur le marché, disons français à minima, on est souvent face à du Splunk, du Palo Alto pour la partie orchestrateur, ou alors une combinaison d'un peu tout ça. Donc quand on doit lutter face à Splunk, les différenciants qu'on met en avant, nous, c'est déjà que nous, c'est rempli de données. Le renseignement sur les menaces, c'est dedans. Mais on peut aussi l'intégrer dans un Splunk. Si le client a déjà son Splunk, nous, on peut découper notre produit de manière modulaire en se mettant au-dessus de l'orchestrateur Palo Alto ou encore au-dessus du Splunk
pour mettre notre couche de renseignement sur les menaces et l'opérationnaliser là-dedans. Donc on peut tout à fait être complémentaire de ces solutions, mais on peut également les remplacer. Et les remplacer, l'avantage pour des solutions comme Splunk par exemple, c'est si on a vraiment son Splunk pour la cyber, le coût, des sujets comme la facturation au volume, même s'ils ont évolué depuis quelques temps sur ces sujets-là, mais voilà, on apporte d'autres choses, j'ai envie de dire pas clé en main, mais tout imbriqué dans la même solution. Et ça a un vrai gain en temps dès qu'on l'a déployé. Donc vous apportez la partie CTI un petit peu plus CTI spécialisé aux SUM qui ne sont pas nécessairement spécialisés dans ce secteur-là. Exactement, donc c'est vraiment notre différenciation. Au départ, un Splunk, c'est surtout utilisé pour de l'analyse de données, et puis ça a migré sur la partie cyber. C'est performant, ça fonctionne, Splunk, il n'y a pas de sujet là-dessus. Mais au départ, voilà, ce n'est pas un outil qui est dédié cyber, c'est vraiment un outil pour analyser les données au sens large. Alors, quels sont les prérequis techniques aujourd'hui, enfin à la fois techniques et humaines, pour déployer et pour opérer un XDR? Ce que tu viens de décrire, ce n'est pas que c'est complexe, mais il faut quand même des bonnes bases. Est-ce que c'est pour toutes les sociétés? Est-ce que c'est pour tous les niveaux de maturité? Qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui pour déployer, opérer efficacement un XDR tel que Sequoia? Alors déjà, c'est plus simple qu'on a l'air de le penser. C'est-à-dire que souvent, on pense, je vais d'abord mettre le DR, puis le NDR, et je ferai le XDR après. On a l'impression que c'est un peu le sens naturel de la progression de maturité. Nous, on a beaucoup de clients qui ont commencé par nous, et je crois qu'ils en sont très contents. Donc ça veut dire qu'il ne faut pas opposer ça dépend de son besoin, ça dépend de sa cible de protection, de son périmètre. La combinaison d'un EDR et d'un XDR peut être très performante, et des fois, elle peut être moins nécessaire, ou en tout cas plus économique de ne pas prendre forcément les deux. Donc il y a la première partie, c'est le déployer. Ça, c'est assez simple parce qu'on s'occupe quasiment de tout. C'est-à-dire que si le client nous fait la liste de ses équipements, soit on les a déjà au catalogue et c'est quelques clics et ça rentre, soit on les a pas et c'est à nous de faire les connecteurs. Et après on les mettra dans notre catalogue pour les valoriser. Donc ça, cette partie de déploiement, c'est très simple. Voire même on a pas mal de cas, si on veut commencer par un périmètre, j'ai envie de dire le plus facile possible, c'est-à-dire les postes Windows, voilà, l'environnement bureautique, ça peut même marcher pendant le POC, on peut déjà avoir les données qui remontent. Pendant la première heure du POC, souvent on a les données qui remontent pendant qu'on est en train d'expliquer aux clients comment ça va fonctionner. Ça, c'est très simple. Après, la partie SOC, évidemment, ils font des compétences de SOC analyste, ça c'est la base, mais on peut soit nous on a soit des grands comptes, ou des entités en tout cas qui ont un SOC interne et qui sont capables de s'approprier l'outil et de l'utiliser, soit on passe évidemment par des MSSP, donc des fournisseurs de services, qui eux vont opérer notre technologie au profit de clients qui n'ont pas de SOC interne, donc qui n'ont pas ces compétences-là, ou tout simplement pas envie de les développer parce qu'ils préfèrent sous-traiter cette partie-là. Donc là, pour le coup, il n'y a rien à faire pour le client, et on peut toucher là des cibles qui sont de toute taille. Donc il n'y a pas d'agence Sequoia en tant que tel. Vous allez vous piggyback, vous baser sur des agents existants, soit d'EDR, soit d'autres choses, pour vous connecter, récupérer ces infos, les consommer et après les rendre disponibles à travers l'interface type SOC à destination d'un analyste interne ou externe au client. Exactement, c'est une très bonne question parce qu'en fait, on a un agent, mais ce n'est pas un EDR. C'est-à-dire que notre produit fonctionne sans agent, sans aucun problème. Mais on a aussi un agent qu'on appelle un agent de collecte. C'est-à-dire qu'il n'est pas vraiment dans la partie IR, il est plutôt dans la partie utilisateur, c'est-à-dire qu'il ne peut pas forcément prendre toutes les actions. C'est comme si on avait refait Sysmon, par exemple, pour Windows. En fait, on a fait un agent qui permet d'optimiser, de normaliser directement les événements issus des Windows, Linux et Mac, là où certains EDR peuvent avoir des difficultés, sur Mac notamment. Nous, on a fait un agent qui permet de normaliser ça et qu'on a optimisé en mémoire, en performance, pour avoir une empreinte minimale sur le poste de travail, mais qui est vraiment un outil d'aide à la collecte. Ce n'est pas un EDR dans le sens où la partie réponse n'est pas présente dans cet agent. Mais il peut permettre de développer, de connecter des périmètres qui ne sont pas supervisés très très vite. Et on a un client, par exemple, qu'on a déployé 10 000, qui a fait le choix de prendre cet agent-là pour avoir une empreinte minimale sur son poste. Et aujourd'hui, il est très satisfait de cet agent qui peut se mettre en parallèle dans EDR. Ils n'ont pas tout à fait les mêmes fonctions. Donc l'un n'empêche pas l'autre. Mais voilà, notre agent n'est pas concurrent d'un EDR. Il est là pour optimiser la collecte, vraiment pour représenter la fonction XDR. Une fois que c'est déployé, à quoi ressemble la vie d'un opérateur de la solution Sequoia? Le matin, il arrive, prend son café, il se log à l'interface au dashboard, j'imagine SaaS de Sequoia. Qu'est-ce que la personne va voir? Qu'est-ce qu'il va suivre? À quel point est-ce qu'il va devoir faire attention? À quoi va ressembler sa journée? Comment ça ressemble sa journée? Alors ça va dépendre du métier qu'il a, mais il y a deux points d'entrée en gros dans la plateforme. Soit on rentre par la partie renseignement, ce que moi je fais parce que je suis plus analyste SOC, mais je vais voir les derniers rapports qui ont été intégrés par mon équipe dans le produit, rapports soit internes d'investigation, soit de Microsoft, de Kaspersky sur la dernière menace, la dernière vulnérabilité. Je fais ma veille, je me tiens au courant, et ça je peux le faire dans le produit, avec les éléments modélisés, le format STIX de chaque rapport, la qualification d'indicateurs. Donc ça c'est plutôt pour ceux qui sont spécialistes Threat Intel et qui commencent par là.
Et si je suis analyste SOC, je vais commencer par le dashboard des alertes. Si je n'ai pas été réveillé pendant la nuit avec une astreinte, je vais regarder un peu quelles sont les alertes qui sont levées du matin ou qui sont encore en cours de traitement de la veille. Et puis je vais voir si je vais commencer à les traiter en investiguant dans la partie SIEM du produit, en recherchant les éléments, en regardant les alertes similaires qui ont été traitées dans le passé pour voir si je ne peux pas les clôturer plus rapidement. Donc c'est ça que je vais faire le matin. Soit je commence par le dashboard des alertes pour voir lesquelles sont en cours et que je dois traiter, soit je commence par la partie veille sur le renseignement pour voir un peu ce qui se passe dans l'écosystème de la menace. Et si tu as identifié une alerte, qu'est-ce que tu vas faire? Une alerte et tu dis, ok, c'est probablement pas un faux positif, qu'est-ce que tu fais? Alors là, déjà, je regarde tout le contexte qu'il y a dans la page d'alerte. Alors là, on est en podcast, on ne voit pas forcément visuellement l'interface, mais encore une fois, le fait d'avoir renseignement intégré, dans la page d'alerte, on a déjà des éléments. Si c'est un Cobalt Strike, par exemple, on va écrire, ce sera écrit comment fonctionne Cobalt Strike, des conseils sur la remédiation, comment isoler la machine, des choses comme ça. Donc soit je vais commencer par prendre une action, je vais utiliser l'orchestrateur, par exemple. Je vais me dire, j'ai un début de Cobalt Strike sur un poste de travail, je vais lancer l'orchestrateur pour prendre l'action d'isoler ce poste de travail-là, en pilotant l'EDR, en pilotant Windows Defender, en tout cas en prenant les actions que c'est quand même à mes dispositions. Ensuite, je vais aller dans les journaux de ce poste-là pour voir un peu quel est le comportement des 48 dernières heures jusqu'à 3 mois de durée de rétention, ou plus si le client a pris plus, pour voir un peu jusqu'où ça remonte. Et puis ensuite, de point en point, l'avantage, c'est qu'avec le format stick, c'est tous les éléments de menace intégrés, je vais pouvoir remonter. Est-ce que tous les autres indicateurs ont bien été, je vais vérifier qu'ils ont bien été levés. Et puis ensuite, si c'est circonscrit à la machine, je vais pouvoir effacer les éléments de la machine, travailler sur la machine pour la remettre à jour et ensuite la reconnecter au système d'information. Et sinon, je vais suivre pour vérifier que je n'ai pas eu de latéralisation, que je n'ai pas découvert. Donc, je vais vraiment faire mon hunting dans mes journaux ou dans mes différentes alertes pour résoudre ça. Aujourd'hui, de ce que tu vois, et même durant ton expérience, même en dehors de Sequoia, comment tu vois la maturité des entreprises françaises par rapport à un tel produit? Est-ce que tu vois une adoption de plus en plus fréquente? Est-ce que tu vois encore de la méfiance? Est-ce que tout le monde comprend facilement l'intérêt de la solution? Est-ce que les gens continuent à rester sur leur firewall de grand-père? Là, je vais remonter un peu dans le temps, même au début de mon arrivée à l'ANSSI, mais on voit une prise de conscience et une maturité qui augmente globalement. On a commencé par la LPM, les opérateurs d'infrastructures critiques, des choses comme ça. Donc les grands groupes ont des moyens qui avaient déjà une forme de maturité, mais qui se sont pris. Ensuite, ça a avancé. La partie rançongiciel, le fait que ce soit très public, très visible, a quand même mis une forme de coup de pied aux fesses à pas mal d'entreprises pour se dire ça peut m'arriver, on en parle beaucoup. Alors oui, on parle beaucoup des hôpitaux, mais on parle aussi beaucoup des entreprises. Donc là, il y a toute une étape de structure intermédiaire un peu moins grosse qui se sont dit oui, mais je peux vite mettre la clé sous la porte si je ne me protège pas. Puis des directives NIS V2, un gros travail de l'ANSSI pour sensibiliser. Et tout ça, ça prend du temps, évidemment, donc ça ne change pas du jour au lendemain, il n'y a pas de déclic. Là, aujourd'hui, ce qu'on peut dire, c'est que ça a beaucoup augmenté. Alors, c'est pour ça aussi qu'on a des attaques par supply chain. Attaquer les gros en frontal, aujourd'hui, c'est difficile. Là, il nous reste la partie, j'ai envie de dire, intermédiaire, ETI, TPE, PME. Pas forcément parce qu'ils ne sont pas matures, ils ont parfois cette maturité-là. Il y en a certains qui ont encore de la pédagogie à faire, mais aussi parce qu'il faut trouver des offres qui conviennent à leurs moyens, à leur façon de fonctionner, à leurs ressources. C'est pas tout le temps, quand on lance une structure, qu'on est 10, la sécurité, on y pense, mais est-ce que c'est une priorité alors qu'on a notre business à développer? Pas sûr. Donc c'est là où on a un effort. Et je m'arrête cette partie-là parce que la partie citoyen, avec des initiatives comme cybermalveillance.gouv.fr, ça a été pris en compte aussi il y a quelques années. Donc il nous reste à rejoindre par le haut cette frange des TPE, ETI qui doit trouver des solutions, où nous, éditeurs, on doit proposer des solutions, qui passent beaucoup par, je pense, le SaaS, la mutualisation, et trouver des offres à des coûts qui fonctionnent et qui sont abordables pour des sociétés comme ça, parce qu'on a encore l'impression que la cyber, et c'est le cas, ça coûte cher, mais ça coûte encore plus cher de ne pas en avoir. L'ANSSI met aussi en lumière une autre catégorie d'organisations qui se font énormément attaquer ces jours-ci, les établissements publics, donc notamment de santé, les collectivités territoriales. Est-ce que tu vois une différence de maturité du coup par rapport aux entreprises privées, ou est-ce que tu vois la même sensibilité et la même envie de mettre en place des solutions de défense dans les établissements publics? Je pourrais faire une forme de parallèle et en même temps ce sera un peu raccourci, mais je ne vais pas comparer les collectivités à des TPE ou des ETI, mais quand on descend, on a commencé par les ministères régaliens, les grandes entités publiques, et puis là c'est pareil, on arrive depuis quelques années à cette frange de l'écosystème public qui par nature est très morcelée, c'est souvent des regroupements de tout un tas de systèmes d'information, de collectivités, et du coup c'est là où un XDR prend tout son sens, parce que l'hétérogénéité des équipements
fait que c'est parfait pour un XDR. Et en même temps, c'est des structures qui, par nature, ont des choix budgétaires à faire, ont des moyens à allouer et doivent faire des choix entre je subventionne l'école, la crèche, l'hôpital de la collectivité. Et en même temps, il faut que je mette 10% de mon budget IT dans la cyber. Enfin, parfois, c'est des équations qui ne sont pas simples à résoudre. Donc c'est là où on doit être créatif dans les solutions et ne pas les laisser tomber surtout. Dans le paysage des XDR Sequoia aujourd'hui, tu le vois comment? Aujourd'hui, il y a énormément d'entreprises qui ont leur XDR, alors plus ou moins exagéré d'un point de vue marketing, mais tous les gros fournisseurs de solutions cyber ont leur EDR/XDR. Aujourd'hui, je ne vais pas parler de commodité, mais ça commence à être quand même une solution qui est proposée de manière assez générale à l'ensemble des clients. Comment est-ce que tu vois Sequoia, qui malgré tous ses avantages reste, tu disais, une entreprise de taille intermédiaire versus tous ces géants, les Palo, les Forti, etc. Comment est-ce que tu vois le positionnement de Sequoia? Tu as mentionné de mémoire, tu as mentionné un différenciateur clé qui semble être la CTI. Est-ce qu'il y en a d'autres qui font que vous avez un positionnement unique par rapport à ces acteurs? Donc effectivement, il y a le renseignement, mais Palo Alto aussi a une équipe de renseignement Unité 42 qui a plus ses preuves à faire. Non, si je suis positif, je dirais que moi je vois en nous l'avenir. Non, aujourd'hui, ce qu'on a, c'est vraiment cette capacité, même les gros, les Palo, les CrowdStrike, qui sont finalement nos vrais concurrents, là où on est présent dans le dernier radar XDR ou le premier radar Frost et Sullivan. Dans les concurrents qu'on a, sans les citer, il y a pas mal d'EDR managés. En fait, il y a beaucoup de solutions de l'EDR qui montent vers le XDR ou qui le marketent. Et dans ce cas-là, il y a encore beaucoup d'EDR managés. C'est-à-dire qu'il y a le sous-ensemble des équipements avec lesquels s'interconnectent, il est limité. Là où nous, on offre le fait de chaque client qui nous demande, on va le faire. C'est dans notre offre de valeur. Un autre différenciant, c'est notre modèle de prix, où c'est sur le périmètre à défendre, où là, du coup, ça rend à l'asset, comme on dit. Donc ça rend le budget prédictible par rapport au volume qu'on évoquait tout à l'heure. Et ça marche beaucoup pour notamment ceux qui ont des budgets un peu serrés, qui sont capables de se dire, la première année avec Sequoia, je fais un périmètre de 1000 assets, et puis l'année prochaine, je ferai 3000, puis 10 000. Et ils savent préparer leur budget et ils ont le prix dès le début, donc ils n'ont pas de surprise. Et puis après, nous, on a mis un gros aussi différenciant dans l'accompagnement de nos clients et de nos partenaires. Donc on est très disponible, on est très actif, ils nous reconnaissent pour ça. Et ça, c'est, j'ai envie de dire, le plus gros enjeu pour une boîte comme nous qui a vocation ou qui a envie de se développer le plus large possible à l'international, c'est d'arriver à garder cet ADN de proximité et de faire que les clients ne deviennent pas un ticket parmi un autre. Et ça, c'est vraiment l'écueil qui attend toute boîte qui se structure. C'est-à-dire qu'au début, on met en avant le côté d'être français, européen. Comment on arrive à garder ce côté-là tout en voulant être mondial, ça c'est un vrai enjeu pour les structures de notre type. Alors la solution s'exploite en SaaS, Oui. c'est un des avantages. Est-ce que tu as eu des problématiques de souveraineté ou des sujets d'application d'extraterritorialité, des choses comme ça? Est-ce que les clients qui utilisent Sequoia, ils sont à l'aise avec l'idée de décentraliser l'ensemble de leurs logs potentiellement sensibles sur un SaaS qui derrière peut ne pas être souverain? Ou est-ce qu'aujourd'hui c'est complètement accepté et complètement rentré dans les mœurs? Et la réponse est entre les deux, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui l'acceptent. On voit les avantages du cloud en termes de coûts, d'infrastructure, de compétences. Si j'ai plus besoin de manager mon data center, il y a quand même un avantage. Nous, ça nous permet d'avoir des tarifs quand même agressifs parce qu'on utilise beaucoup de choses de par notre offre centralisée. Mais on sait aussi, on a pas mal de clients qui ont des besoins de conformité. Le mot souveraineté, moi j'en discute souvent, j'utilise plutôt autonomie stratégique, moi, parce que souveraineté, ça laisse penser qu'on va tout avoir français. On sait que on aura. Le jour où on aura un système d'exploitation français, on en rediscutera, mais voilà, donc autonomie. Aujourd'hui, on est chez OVH avec un plan de reprise chez Scaleway, ça marche. On a aussi des clients qui sont en SecNumCloud chez OVH, ça marche. On va être normalement qualifié en tant qu'éditeur SecNumCloud, on fait partie des 19 premiers qui ont été retenus par l'ANSSI pour être subventionnés donc avant l'été prochain. Donc ça va valider nos pratiques d'administration, de développement. Ça apporte une forme de confiance à tous ces clients-là. Après, là où il faut arriver à les convaincre, c'est la stratégie. Aujourd'hui, il y a pas. Il y a un moment, on était tout on-prem il y a longtemps. Après, tout le monde s'est dit le cloud, c'est super, on y va. Après, tout le monde s'est dit ouais, le cloud, c'est pas encore tout à fait prêt, on en revient. Là, on est dans cette partie un peu intermédiaire où j'ai envie de dire les gens veulent le meilleur des deux. C'est-à-dire qu'ils veulent l'économie et le service fourni par le cloud et en même temps, un petit bout de on-prem pour avoir leurs données vraiment sensibles. Et ça, nous, on a développé des solutions pour être capable de gérer ces environnements mixtes sans vouloir aller forcément sur le pur on-prem, ce qui n'est pas notre cœur de métier. On sait le faire pour des cas très spécifiques, et donc cette partie souveraineté, il faut aussi la mettre au niveau européen, dans le sens où
On a des clients français qui sont très sensibles à ça et ça marche bien. On a des offres avec des hébergeurs de qualité. On sait fournir une offre qui coche ces cases-là. Après, on a ceux qui sont internationaux. Et là, la souveraineté, ça dépend où on se place. C'est-à-dire que quand je discute avec des filiales de certains de nos clients dans les Nordiques ou des choses comme ça, eux, ils me disent, moi, je veux être souverain, en terme. Je veux mes données pas trop loin de chez moi. Par contre, voilà, l'hébergeur en VH, c'est pas. Enfin, moi, je suis full Microsoft, je suis full Azure, ça marche très bien. J'ai pas envie de changer. Donc, il faut me proposer quelque chose de souverain sur ce mode Azure. Et c'est là où revenir avec cette offre de renseignement sur les menaces françaises ou européennes, ça leur permet de dire, ok, le moteur n'est pas forcément souverain, mais le carburant, oui. Du coup, ce qu'on va détecter, c'est fourni par une entreprise. Donc voilà, il y a tout un tas de fonctions ou de curseurs qu'on peut déplacer pour répondre aux besoins de chacun, qui sont fondamentalement très différents. Alors, question rhétorique peut-être, mais est-ce que vous avez intégré des éléments de IA dans votre solution? Et est-ce que les choses ont changé depuis l'émergence de nos amis de chez ChatGPT il y a un peu plus d'un an? Alors ça, c'est la question qu'on a tous les jours en ce moment. Est-ce que les choses ont changé? Oui, fondamentalement. Et en même temps, pas tant que ça. Je crois que c'est la perception du public qui a changé, notamment avec ChatGPT, qui rend ça d'un seul coup démocratiquement compréhensible par tous. Là où avant, l'IA, c'était un mot, si on sort du monde des experts, voilà, pour tout le monde, c'est un film, quoi. Voilà, j'appuie sur Entrée, j'ai craqué le Pentagone, voilà, comme on voit dans tous les films, quoi. Donc, pour les spécialistes comme nous, comme l'écosystème, j'ai envie de dire l'IA, sur tous ces sous-ensembles, hein, le machine learning, tous ces modèles-là, ça tourne depuis des années. Là, c'est vraiment la perception du public qui a changé avec les ChatGPT, et ce qui fait que maintenant, c'est la course pour avoir tout. Parce que voilà, tout le monde voit le potentiel de tout ça et se dit, bah voilà, il faut qu'on en ait tout dans notre produit. Donc oui, on teste, euh, on a pas mal de choses, on a des choses qui fonctionnent, on a des choses qu'on teste et dont les résultats sont encore à débattre. Euh, voilà, l'IA pour catégoriser des gros volumes de données, les ranger et ensuite pouvoir les trier pour des use cases, ça c'est indéniable que c'est très efficace. Après, la partie interface conversationnelle qui donne l'impression qu'on discute avec quelqu'un derrière, on peut discuter pendant des heures de la pertinence de tout ça, mais c'est sûr qu'on est à cette phase de la courbe où d'un seul coup, ça va, voilà, on est une phase où ça va changer la société numérique. Alors, quelques années, peut-être même moins que ça, puisqu'on sait que maintenant tout va de plus en plus vite, mais oui, en tout cas, on est à un croisement dans la démocratisation de tout ça, et c'est la course pour les défenseurs comme pour les attaquants. Bah, du coup, justement, c'est un peu le sens de ma prochaine question. Aujourd'hui, on lit des choses un peu contradictoires sur la capacité d'un tel outil à produire du code pouvant être utilisé en tant que malware ou en tant qu'outil de cyberattaque. Est-ce que vous avez vu déjà passer des choses qui potentiellement auraient pu être générées par un outil d'IA, ou est-ce que ça reste une légende urbaine? Alors, c'est pas une légende urbaine, on fait beaucoup de veille sur différents réseaux. On va commencer par dire ce qui marche bien. Faire des mails de phishing à base d'IA de qualité, avec un gros volume et adapté, ça marche très bien. C'est-à-dire que maintenant, tout est sous réserve de. Bon, vous avez vu hein, dans les différents réseaux sociaux, hein, la question est comment on pose une question à l'IA. Si je lui dis fais-moi un outil d'attaque pour attaquer des infrastructures critiques, il va me dire j'ai pas le droit, voilà, c'est pas déontologique, je peux pas le faire ça. Si on lui dit explique-moi ce que c'est Cobalt Strike, qui est un outil de pentest fortement répandu et utilisé malheureusement par les attaquants, il va nous répondre. Si on lui dit est-ce que tu peux refaire une version qui serait, j'ai envie de dire, compilé de cette façon-là, ou paquet comme ci, comme ça, pour éviter les antivirus. Il va me répondre. Et puis en fait, si je découpe mon raisonnement question par question, je vais finir par avoir une forme d'outil d'attaque. Et si je lui demande d'un seul coup, je ne l'aurai pas. Donc en fait, tout est lié aussi à la façon dont on interroge une intelligence artificielle pour avoir des bonnes réponses. Donc pour revenir à ce que je disais au début, sur les mails de phishing massifs avec des très bons logos, très formatés, même très personnalisés, ça marche très bien. Pour les dénis de service, ça va commencer à nous arriver. C'est-à-dire que la façon qu'une intelligence artificielle permet de trouver des ordinateurs, des botnets vulnérables permettant de relayer des attaques massivement et puis optimiser cette façon de générer des paquets pour faire des services. Je ne parle pas sur une cible spécifique, hein, type un site web d'une entreprise, des choses comme ça, mais vraiment globalement pour avoir des impacts à la miraille sur la côte des États-Unis. Ça va nous arriver. De là à faire une attaque d'APT ou des attaquants sophistiqués étatiques, simplement en lui demandant voilà, donne-moi le nouveau code Sandworm. Là, il y a encore un peu de chemin. Mais oui, il va falloir s'inquiéter. Bah, bonne transition avec la prochaine question, puisque si on sort, si on laisse un petit peu le sujet Sequoia de côté, si on regarde la cybersécurité de manière un peu plus générale, on a l'impression qu'aujourd'hui le nombre de menaces, aussi bien en volume qu'en variété, grandit de manière assez exponentielle. Comment faire aujourd'hui, avec quels outils y faire face? Comment s'assurer qu'on est toujours à jour par rapport à ces menaces? Comment mettre en place des modèles pour
essayer des menaces dont on n'a pas encore des traces dans une base de données déjà bien définie. Comment faire pour reprendre un petit peu l'initiative par rapport à tous ces cybercriminels? On a l'impression qu'aujourd'hui, on court un petit peu derrière chaque attaque, on s'adapte, on corrige, on patch, mais derrière, il y a la prochaine attaque, le prochain Zero Day qui n'a pas encore été découvert, ou des mécanismes de phishing qu'on n'a pas prévus encore. Mais comment faire face par rapport à cette recrudescence d'attaques, surtout quand on est une entreprise de taille intermédiaire et qu'on n'a pas de budget de, je sais pas, Cisco? J'ai envie de te dire, vu l'ampleur de ta question et en même temps sa simplicité, il nous faudrait peut-être voilà, 2 jours de podcast pour répondre à tout ça. Non, déjà en vrai, il ne faut pas s'avouer vaincu, hein. Il y a plein de solutions qui existent. Il y a il y a plusieurs volets. Il y a effectivement le volet équipement, on a dit qu'on sortait un peu tout ça, mais il y a s'équiper avec des solutions et elles existent, elles sont abordables, hein. Quand on prend mon équipe qui modélise la menace, ils sont 20 aujourd'hui, c'est une très grosse équipe de threat intelligence privée. C'est-à-dire, quand on prend un bout de Sequoia en contrat, on prend un bout de cette équipe-là pour soi, hein. Donc nous, comme on fait un flux orienté de détection sur tout le scope des menaces, et qui n'est pas spécifique au client, c'est-à-dire que vous avez tout le résultat produit par cette équipe-là. Ça, c'est extrêmement important. Après, il y a d'autres volets, la réglementation, LPM, NIS 2, tout ça, on a l'air... on se dit que la France ou l'Europe passe son temps à réguler parce que c'est ce qu'elle sait faire de mieux, hein. Mais ça marche quand même, force est de constater que ça a des implications là-dedans. Et puis après, quand on est dans l'écosystème, il y a beaucoup de choses à faire, hein. Il y a la publication, nous on partage beaucoup et on n'est pas les seuls, hein. La communauté qui partage des rapports de Threat Intel au quotidien, quand on suit ce genre de choses sur X ou sur les différents réseaux, on a quand même beaucoup de production. Et en fait, ça, à chaque fois, ça met un coup sur les attaquants parce qu'ils sont obligés de changer un peu leur infrastructure. Et ben, ils sont plus ou moins sensibles à ça, mais l'important, c'est qu'à chaque fois, ça leur coûte cher. Donc, non, il y a pas mal de choses à faire sur le sujet. Après, la donnée, c'est l'or de demain, ou l'or d'aujourd'hui même, ou l'eau de demain, peut-être. Donc aujourd'hui, c'est vraiment la partie qui me paraît, moi, avoir le plus de valeur. Et donc ça veut dire que ça attire les attaquants autant que les défenseurs. Donc il faut travailler fort, il faut développer la coopération internationale aussi. On voit plus en plus d'interpellations depuis 3, 4, 5 ans, des groupes, des égrégores, différents groupes de rançongiciels, récemment à Ragnar-Locker sur le sol français. Tout ça, ça veut dire que les process s'améliorent, que les forces de l'ordre ne se laissent pas faire. Et donc on est sur le principe du glaive et du bouclier historique, sauf qu'aujourd'hui, ce glaive et ce bouclier sont dans la partie numérique, là où ils se situent dans d'autres parties du monde sur le terrain physique. Donc il faut essayer d'avoir un coup d'avance. Mais défendre, c'est plus difficile qu'attaquer. Et comment fait ton équipe pour avoir un coup d'avance? Comment fait ton équipe pour être au courant de tout ce qui est publié, tout ce qui est écrit? Comment faites-vous pour réunir toutes ces données d'un petit peu partout le monde? Parce que vous faites des super articles d'analyse, d'attaque, de typologie d'attaque, de modus operandi d'attaque, mais comment est-ce que vous faites pour suivre tout ça en temps réel? C'est gentil déjà. Eh ben, on fait voilà, un peu de magie noire, on invoque des esprits. Non, non. Tout ça, déjà, c'est des profils qui sont ultra qualifiés depuis longtemps. On a une organisation. Donc on a une équipe qui suit les attaquants étatiques, une équipe qui suit le cybercrime. Ces 2 équipes-là sont composées de compétences. Voilà. Donc on a une partie, on appelle ça des chapitres en interne, mais géopolitique, stratégique, une partie infrastructure, une partie détection, une partie reverse. Pour vous donner des exemples concrets, quand les attaquants, avant qu'ils attaquent des victimes, quand ils déploient leur infrastructure, ils sont obligés aussi de passer à l'échelle. Du coup, ils ont des process. Et qui dit process dit une forme de répétitivité. Donc ça veut dire qu'ils ont des patterns. Et ces patterns-là, on peut les détecter. Ils achètent toujours chez les mêmes hébergeurs, qui ne sont pas forcément très regardants sur la loi internationale et le fait de fournir leurs données. Ils payent toujours avec le même type de crypto-monnaie. Ils ont des plages d'IP qui se suivent. Ils ont des bouts de code malveillants on est capable de faire le lien parce qu'on reconnaît un bout de code qui est commun à un autre code. Donc c'est toutes ces choses-là, ces petits signaux-là, qui nous permettent ensuite, nous, de ce qu'on appelle de traquer, c'est-à-dire de lever ces machines avant qu'elles soient utilisées en opérationnel. Ça, c'est une première partie. Et puis après, il faut être réactif, il faut être imaginatif. Si je reprends l'exemple de l'attaque Kassat au début du conflit russo-ukrainien, cette attaque satellitaire qui avait visé l'Ukraine et les modems au sol du ministère de la Défense ukrainien, qui avait un peu débordé en France et en Italie. Le parallèle Sequoia de cette investigation, où nous on a publié très très vite sur le sujet, c'est appeler tous nos clients pour essayer de trouver des modems compromis, pour les avoir sous la main. C'est aller acheter chez un broker, et pour être vrai sur le Bon Coin, un modem sain, que j'ai réussi à trouver sur le Bon Coin avec mes collègues. C'est aller le chercher dans le 93, l'envoyer chez un de mes analystes par chronopost, faire le reverse dans Chaudradin en installant une parabole satellitaire. Tout ça pour avoir des éléments vrais, en cours, en live,
pour être capable de mieux détecter ce genre d'attaque. Un honeypot en fait. Exactement. Donc, c'est vraiment tout ce panel-là qu'il faut être capable de travailler. Et pour ça, il faut des compétences et des gens qui sont expérimentés dans le domaine. Et alors ça c'est plus pour ma culture générale, mais est-ce que vous allez aussi sur le dark web ou le darknet pour récupérer des données ou pour vous faire passer pour d'autres personnes, pour ramasser de l'intelligence? À quoi ressemble d'ailleurs le dark web? On a cette image populaire de la ruelle sombre et humide, un peu dans le noir. Est-ce que, in fine, c'est quoi? C'est un site internet qu'on adresse à travers Tor? Ça ressemble à quoi le dark web? C'est un peu ça, c'est un site internet dont on ne connaît pas l'adresse. C'est-à-dire qu'on se la passe, je caricature, on se la passe de main en main. Si quelqu'un ne vous la donne pas complètement, l'adresse du site sur lequel vous allez, et via un logiciel d'anonymisation si possible, parce qu'on est censé être discret sur ce dark web, et ben vous ne savez pas le trouver. Donc c'est tous les éléments qui sont non référencés dans Google. Voilà. Des éléments qui ont un chemin, si je ne connais pas le chemin, j'ai aucune chance que j'arrive dans la maison. Ça c'est le premier point. Il faut savoir qu'au départ, ça n'a pas été développé pour être spécifiquement, c'était militaire au départ, c'est issu d'ARPANET et de toutes ces... de l'histoire d'Internet, et ça a été dévoyé par les cybercriminels depuis très longtemps. Les choses les plus connues, ça va être Silk Road peut-être, où il y a eu un film sur le sujet, mais plutôt pour du trafic de drogue massif, voilà, et puis ça a dérivé petit à petit sur le numérique. Mais aujourd'hui déjà il y a des navigateurs qui vous proposent tout clé en main, c'est-à-dire que vous n'avez même plus besoin de configurer votre Tor ou des choses comme ça, donc au lieu de lancer Chrome, vous lancez l'autre navigateur et vous êtes sur le dark web, très facile. Et puis là où l'écosystème cybercriminel c'est très structuré, ce qui veut dire qu'il c'est lucratif, qu'il gagne de l'argent, quand on se structure, qu'on se professionnalise, qu'on découpe son métier en tâches, généralement c'est qu'on est rentable, et ben on va retrouver des plateformes, j'ai pris l'exemple du Boncoin pour acheter mon modem, mais on va retrouver des choses qui ressemblent au Boncoin, à eBay, c'est-à-dire où j'ai un moteur de recherche, je mets que je veux des logins mots de passe de gens français et j'ai un résultat, j'ai des avis sur les comptes, je peux mettre 4 étoiles, 5 étoiles à ce cybercriminel-là, plus il a une bonne réputation, plus il monte dans les résultats, comme tous les jours. Et nous, dans ce réseau-là, effectivement, on veille, on surveille, tout ça dans la limite de la légalité. On a un cadre législatif français qui nous impose des limites. Par exemple, on ne peut pas acheter les litres de données, puisque si j'achète des litres de données, même s'ils appartiennent à un de mes clients, c'est du recel. Donc il faut que je fasse attention à faire ça, coordonner avec les autorités judiciaires, le client. Donc ça, c'est des process qui peuvent être mis en place, mais encore faut-il les respecter. Et puis évidemment, on a des profils ou des avatars sur ces forums-là, parce qu'il faut qu'on soit au courant de ce qui se passe. Donc on crée des profils qui sont là depuis très longtemps, qui ont des bonnes histoires, il faut interagir dans la limite de ce qui nous permet la loi et pour rester présent sur le forum pour comprendre ce qui se passe. Et en même temps, on ne peut pas lier une conversation avec un cybercriminel, soit parce qu'on ne veut pas se faire découvrir, soit parce qu'on franchit une limite. Donc c'est vraiment toute une question de dosage pour être présent et avoir une bonne histoire sur ces forums-là, et ne pas interagir trop, ni participer à une attaque. La frontière n'est pas simple. Je reviens un petit peu sur ce que tu disais un peu plus tôt dans la discussion concernant l'alerte fatigue. On entend souvent même parler de burn-out de certains analystes cyber ou des RSSI qui sont dépassés par la responsabilité et le risque qu'ils doivent gérer au jour le jour. Est-ce que tu vois la même chose toi sur le terrain et quel type de solution tu y verrais à ces problématiques-là? On voit pas mal de choses sur le terrain. Quel type de solution? Évidemment, je vais revenir sur Sequoia, mais ça fait sens. C'est celle que je connais le mieux. Mais pour illustrer ça, avec un retour d'expérience qu'on a fait avec un client aux assises, le use case est plutôt bon. Un client qui est très SaaS par nature, qui avait 30-35 équipements différents, du Palo Alto, du CrowdStrike, tout un tas de choses. On revient sur cette histoire de console, et qui avait à peu près 30 alertes par équipement. Ce qui est beaucoup, et peut-être pas tant que ça, mais quand on multiplie ça par une trentaine d'équipements, 30 x 30, ça fait beaucoup, 30 alertes par semaine. Et il est passé avec l'avantage de fusionner dans une tour de contrôle et une interface unifiée. Ça permet déjà on gagne le temps d'aller pas se connecter à tous les équipements, d'avoir tout au même endroit corrélé ensemble. Et il est passé de, je caricature, 30 x 30 à 30 juste avec nous. Et ensuite à 1 à 3 à investiguer sur cette période-là, parce que les autres, on peut les traiter automatiquement avec l'orchestrateur. Donc pour moi, c'est vraiment la combinaison de la vision globale de son système, combinée avec le renseignement sur les menaces, c'est ça qui fait baisser. Être capable de dire cette menace-là, elle n'est pas importante, tu peux la traiter automatiquement, et d'arriver à orienter l'analyste en disant c'est celle-là qu'il faut que tu regardes. C'est vraiment ça qui est important. D'accord, donc Sequoia, c'est un petit peu comme l'anneau unique en fait, un anneau pour les diriger tous, plutôt que de... J'aimerais bien dire ça, j'espère que ça finit mieux que l'histoire concernée, mais oui, on met ça en avant. Alors les taglines, tout ça c'est marketing, c'est pas à toi que je vais apprendre ça, mais quand on dit une tour
contrôle total, c'est pour montrer qu'on a vraiment cette capacité à centraliser. Et la centralisation, c'est déjà beaucoup pour un analyste SOC. À quoi va ressembler 2024 en termes de menaces? Il y a un certain nombre de réglementations européennes, notamment NIS2, qui vont rentrer en place. Le Data Privacy Framework qui facilite l'échange des données personnelles entre l'Europe et les États-Unis, qui a été mis en place du coup en 2023. Mais du coup, à quoi va ressembler 2024 selon toi, d'un point de vue menace cyber? À quoi faut-il qu'on se prépare dès aujourd'hui? Donc 2024 va être bien chargé, comme les années à venir, hein, je vous rassure, dans la cyber, on aura encore du travail, hein, vous inquiétez pas, attaquant comme défenseur. Mais non, si on met les gros points en avant pour 2024, ce qu'on peut voir comme tendance avec CIS aujourd'hui, je passe sur le fait qu'on est de plus en plus numérisé, que la surface d'exposition augmente, ça c'est une porte ouverte qu'on a déjà utilisée pas mal d'années. Évidemment, les conflits russo-ukrainiens, Israël-Palestine, mais tout ce qui va autour, c'est-à-dire que c'est en train de cliver le monde en un certain nombre de camps. Et ça fait que les attaquants, du coup, se révèlent, poursuivent de nouvelles cibles. Et de toute façon, plus il y a du chaos, plus les attaquants sont gagnants, peuvent surfer là-dessus. Donc ça nous pend au nez, de plus en plus, avec des sujets... chaque fois, on a peur d'un attaquant qui déborde, d'un autre PETIA à nouveau, parce qu'un outil mal maîtrisé sur le terrain pourrait déborder, nous créer une catastrophe mondiale. Ça nous pend au nez. Le fait que les tensions sociales dans le monde, la séparation entre les pauvres et les riches, pardon si je fais des raccourcis, hein, je parle ça sur volet cyber, pas forcément politique, mais ça crée de la tension, ça crée du chaos. Donc ça, c'est un vrai problème aussi, quand il y a du chaos, les attaquants, pareil, gagnent dans ce terrain-là. Vraiment... on a vu ça se concrétiser, mais la partie hybridation des attaques, c'est-à-dire le fait d'avoir des attaquants classiques, espionnage, sabotage, rançongiciel, appuyés par de l'activisme, mais appuyés, je veux dire, c'est coordonné. Tous les dénis de service qu'on a vus sur l'Assemblée nationale, le Sénat, pendant la période des retraites, c'est pas juste un déni de service, c'est que c'est coordonné dans une stratégie globale de création du chaos dans chaque pays. Et ce groupe-là, par exemple, tous les jours vise un pays différent en fonction de l'actualité politique. Si on rajoute par-dessus la partie manipulation de l'information, pour que ceux qui suivent les rapports de Viginum, tous ces sujets-là, on voit que maintenant on est capable de modéliser ça et on se rend compte que c'est pas juste ce qu'on appelle des fermatrolls, mais que derrière, pareil, il y a des objectifs de cliver les sociétés entre les deux extrêmes finalement, hein, pour sortir d'une société de nuance ou de débat qu'on a déjà dépassé depuis un certain temps. Donc, cette partie-là, on voit des sujets, la partie téléphonie mobile, donc on a vu les NSO, les Pegasus, des choses comme ça, mais voilà, on voit une recrudescence des malwares sur Android, et notamment sur la partie téléphonie mobile, parce que c'est une partie où on peut cibler maintenant des personnes spécifiques et plus des organismes en attaquant un système d'information. Ça, il faut être vigilant sur cette partie-là. Et puis des choses un peu plus techniques, mais qui restent, on a beaucoup parlé de supply chain dans les dernières années. Maintenant, alors, je ne sais pas si c'est moi qui l'appelle comme ça ou si je l'ai repris ailleurs, mais la supply chain au carré, c'est-à-dire passer par deux supply chains. Plutôt que d'attaquer le prestataire, j'attaque le prestataire du prestataire pour aller vers la cible finale. Et ça, on peut faire ça massivement, soit en ciblant quelqu'un de spécifique et en remontant le chemin de ses prestations, soit en attaquant des Move IT ou des sociétés qui fournissent, qui équipent d'autres sociétés qui fournissent du service auprès de clients finaux. Et ça, d'un seul coup, en attaquant un Move IT, on se retrouve avec plein d'opportunités de boîtes qui utilisent cette technologie-là, qui ensuite s'en servent pour répondre à des besoins de clients. Et ça, c'est des chemins qui sont très complexes à détecter. Donc ça va être un sujet. Et puis je finirai par la France et les JO, hein, égale tête de pont. Après, voilà, on peut discuter des heures sur les JO, mais ça va nous mettre en avant. Si on est en avant, on a une cible dans le dos, quoi. Donc après, la question, c'est la taille de cette cible et comment on va la maîtriser. Ce serait quoi la menace, selon toi, la menace la plus grave ou la plus importante pour les JO? Pour moi, la menace la plus grave ou la plus importante n'est peut-être pas la plus sophistiquée. Moi, j'ai beaucoup peur de l'enchaînement des menaces. Je donne un exemple. On pourrait dire je vais éteindre le CIO ou je ne sais pas quoi. Moi, j'ai peur j'éteins les lumières d'un stade pendant 2 heures et je laisse le mouvement de foule faire le reste. 2 heures dans le noir à 80 000 personnes dans un stade, je vous garantis qu'il y aura un accident, c'est sûr. Et en fait, finalement, faire un déni de service sur des lumières, ils se protègent, hein, je le sais, pour discuter avec pas mal de bénéficiaires de ces sujets-là, hein, ils prennent ces sujets-là en compte, mais c'est moins difficile d'aller éteindre ce genre de lumière techniquement que d'aller essayer d'espionner le CIO ou je ne sais qui, où là il faut des attaquants sophistiqués. Mais voilà, des choses comme ça, ou créer un mouvement de foule au début de l'entrée d'une épreuve en bloquant la billetterie, pareil. Je pense que la saturation de certains équipements peut nous amener dans le monde physique à un accident, pour ne pas dire un drame. Et c'est cette combinaison-là, moi, qui m'inquiète plus que la pure attaque cyber, où
on serait, en tout cas l'impact serait différent, je pense. Aujourd'hui, la maire de Paris dit que certaines infrastructures de transport ne seront pas prêtes pour les JO. Fais-nous peur, est-ce que tu penses que la stratégie de cyberdéfense des Jeux Olympiques sera prête pour l'événement? Oui, elle sera prête parce que déjà, il y a beaucoup de choses qui sont prêtes depuis un moment. Alors, est-ce qu'il y aura des ratés? Sûrement. Est-ce que tout est prêt à 100% et parfait? Ça m'étonnerait. Il y a jamais un... Après, l'ANSSI n'a pas attendu les JO pour travailler. Les entreprises qui travaillent là-dedans n'ont pas attendu les JO pour travailler. Là, il y a des périmètres et une hausse du niveau de visibilité avec cette cible où il faut qu'on élève tous notre niveau-là. Ouais, je pense que la maire de Paris, elle ne parlait pas des transports volets numériques, je pense pas. Je crois pas qu'elle était plutôt sur ce volet-là. Mais non, si on prend ces infrastructures-là, oui, effectivement, le fait qu'il y ait du monde m'inquiète plus que ces infrastructures qui sont auditées régulièrement par l'ANSSI. Ça ne veut pas dire qu'il y a un risque zéro, il n'y a jamais de risque zéro. Mais voilà, on travaille tous d'arrache-pied, entités, enfin publiques comme privées, pour que ça se passe le mieux possible. Après, est-ce qu'il y aura des attaques? Oui. Est-ce qu'il y en a certaines qui vont passer? Sûrement. Est-ce que ce sera grave? On travaille tous pour que ce ne soit pas le cas. Et pour finir, Sequoia en 2024, à quoi est-ce que l'année ressemblera? En 2023, vous avez levé un petit peu d'argent, 25 ou 30 millions d'euros. Comment est-ce que vous allez investir cette somme en 2024? Et même 35 pour être précis, en début d'année 2023. Et ben là, en fait, 2023-2024, c'est la même priorité, si je résume, hein, c'est l'international et l'Europe spécifiquement. C'est-à-dire que c'est vraiment pour ça qu'on a levé des fonds, donc recruter, développer notre solution dans les pays européens. Pourquoi? Parce qu'on essaie de faire par étapes. Les gens nous demandent si on va aller aux États-Unis, peut-être un jour, plus tard. On pense qu'il faut d'abord être solide en Europe. Et y aller trop tôt, ça va certainement s'effondrer. Donc on essaye d'être pragmatisme, d'avoir des fondations solides, une plateforme robuste. Donc c'est vraiment l'Europe et j'ai envie de dire, évidemment, innover et développer notre solution, mais ça va de soi pour toutes les solutions. Donc je mettrais peut-être en avant la qualité et la stabilité. C'est-à-dire résilience d'infrastructure. Être sûr, quand on veut déployer sa solution à l'international, il faut être sûr qu'en tout temps, toute heure, sur n'importe quel pays, elle fonctionne, quoi qu'il arrive, avec le minimum de problèmes. Et ça a l'air évident dit comme ça, mais on travaille tous dans ce domaine-là. On sait que c'est du boulot d'avoir une solution ultra stable qui répond en performance et que pourtant les clients attendent ça par défaut, j'ai envie de dire. Ils ont raison. Mais oui, une solution vraiment ultra robuste et c'est l'international européen. C'est ça notre priorité. Super, François Deruty, merci beaucoup. Merci à toi.